Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau numéro de Grand Jury. Les députés à l'Assemblée nationale ont voté lundi dernier le nouveau code pénal et l'article qui choque les professionnels des médias est l'article 497 qui stipule que la publication, la diffusion ou la reproduction par quelque moyen que ce soit de nouvelles fausses de pièces fabriquées, falsifiées à des tierces lorsque faites de mauvaise foi, elles troublent la paix publique ou est susceptible de la troubler est punie d'une peine d'emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 500 000 à 2 millions de francs CFA ou de l'une de ces deux peines. Nous allons nous intéresser au sujet de ce numéro de Grand Jury. Et justement, pour en parler, je suis en studio avec Justin Anani, journaliste freelance. Justin, bonjour. Bonjour Anita, bonjour à tous les fidèles de votre émission. Ibrahim Acha, directeur de publication du journal Temps Nouveau. Ibrahim, bonjour. Bonjour Anita, bonjour, merci et bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Et le troisième invité est Credo Tété, directeur de publication du journal Le Médium. Credo, bonjour. Bonjour Anita et bonjour à tout le monde. Justin, vous avez appris la nouvelle au même moment que nous. Quelle a été votre réaction ou votre sentiment? J'avoue que j'ai eu un sentiment vraiment désolant parce qu'on ne peut pas comprendre qu'à ce 21e siècle où la liberté d'expression est de mise un peu partout sur le continent, et lorsque vous analysez ou vous interrogez l'histoire, les circonstances dans lesquelles le code de la presse a été adopté en son temps, en 2004, et que spontanément, et c'était prévisible, mais pas jusqu'à ce point, que lorsque le régime, le clan, au pouvoir pendant plus de 50 ans, a encore clamé sa victoire au cours de la dernière présidentielle, a commencé par nommer les dignitaires du régime RPT à la place au niveau des institutions, c'est-à-dire que on fait un retour au vieux démon, en quelque sorte, entre guillemets. Mais avec l'adoption du code pénal, avec l'intrusion de cet article 492, et qui parle aujourd'hui de l'emprisonnement des communicateurs, j'avoue que on fait un pas derrière, mais ce pas-là est aussi à craindre pour l'avenir du pays. Parce que lorsque vous vivez dans un pays, vous estimez que vous avez la force, vous pouvez marcher sur des gens, vous pouvez réprimer comme vous voulez. Je pense que les conséquences pour la plupart du temps sont tellement déplorables. Ibrahim, quel a été votre sentiment en apprenant cette nouvelle? En fait, il faut dire que nous avons été un peu surpris en ce sens que nous sommes actuellement avec un président qui est tourné vers la modernité, vers le renouveau. Et on ne peut pas comprendre qu'au moment où le Togo cherche à refaire son image, cette image ternie par le régime, en tout cas Eyadema, qu'on a taxé de dictatorial. Vous savez que c'est sous Eyadema qu'on avait parlé de déficit démocratique et cela a mené les partenaires à suspendre leur coopération avec le Togo. Mais M. Eyadema, dès 2004, avait commencé par montrer des signes d'un président qui veut aller vers la modernité, d'un président qui veut engager le Togo sur la voie démocratique et refaire l'image du pays. C'est pourquoi en 2004, il y a eu l'adoption du code de la presse, et ce code de la presse qui est, en tout cas à mon avis, jusqu'à avant-hier, le code le plus prisé en Afrique en matière de liberté de presse. Et partout où nous allons, nous vantons ce code de la presse et les confrères même de la sous-région et même de l'Afrique nous enviaient pour ce code de la presse qui est dépénalisé, ce code de la presse qui garantit un environnement serein à l'exercice de notre métier. Mais la dernière fois, avec le code pénal, l'adoption du nouveau code pénal, nous ne critiquons pas le nouveau code pénal parce que ce nouveau code pénal, en somme, en tout cas, intègre les nouvelles formes de criminalité, notamment la cybercriminalité, les tortures et autres là, et ce qui n'était pas pris en compte dans l'ancien code pénal qui est devenu à un moment donné désuet et parce que ne répondant pas
à l'évolution du monde, aux crimes qui sont apparus avec l'évolution de la technologie, l'évolution du monde. Donc, en tant que journaliste, je ne peux être que très mécontent et afficher des inquiétudes par rapport à cette disposition contenue dans ce nouveau code pénal et cette disposition qui, à mon avis, ne garantit pas quand même un climat serein à l'exercice de notre métier. Et voilà, Credo, est-ce qu'on ne dirait pas que ce nouveau code est tourné contre certaines personnes, vu la situation actuelle? Non, nous savons que certains confrères sont inculpés dans des affaires et là, on vient de voter un code un peu choquant. Non, moi je ne voudrais pas aller dans le sens de la personnalisation du débat. Donc je prends le nouveau code, pas entièrement, mais l'article 497 qui pose problème, parce qu'il faut saluer l'avènement du nouveau code pénal, parce que l'ancien date de 1980, et donc il y a l'évolution, même comme l'a dit mon confrère Acha, l'évolution de la criminalité qui devait être également prise en compte. Donc nous saluons ce travail qui a été fait. Mais là où nous exprimons nos inquiétudes, notre désapprobation, c'est le fait d'y insérer un article 497 qui est en total déphasage avec l'article 82 du Code de la presse et de la communication, qui a déjà résolu le problème de diffusion de fausses informations. Là aussi, il y avait des peines, mais des peines d'amende. Mais ici, au pénal, c'est des peines de privation de liberté, des peines d'emprisonnement. Et là, la façon dont on a stipulé même l'article 497 est tellement vaste. Parce qu'à lire entre les lignes et entre les phrases, donc on comprend qu'on veut s'attaquer dans une certaine mesure à tous ceux qui font de la publicité mensongère. Mais l'idée dans cette affaire-là, lorsqu'on parle de publication, lorsqu'on parle de diffusion, lorsqu'on parle de reproduction, je crois, eu égard au passif que nous avons même du côté de nos institutions judiciaires, où par le passé, des journalistes étaient estés en justice, le juge avait la latitude de laisser le code pénal sur le carreau, puis de vouloir brandir le code pénal à la place du code de la presse. Donc là, c'est des velléités qui n'ont pas rassuré le monde des médias aujourd'hui. Donc on se pose la question, quelle est l'intention qui est derrière l'introduction de cet article 497? À écouter le ministre de la Justice dans ses tentatives de justification, il a dit que lorsque un juge se trouverait devant un cas d'espèce où c'est un journaliste qui est resté en justice, que le juge ne fera qu'appliquer le code de la presse et de la communication. Une question à monsieur le ministre de la Justice. Est-ce que lui sera là quand le juge va appliquer l'article 497 à la place de l'article 82 du Code de la presse et de la communication? Donc il ne sera pas là. Il n'est pas omnipotent, il n'est pas omniscient, il n'est pas omniprésent. Donc là, je crois que ce sont des tentatives de fuite en avant de monsieur le ministre, parce que j'ai comme l'impression qu'ils n'ont pas bien huilé la machine et ils ont fait quelque chose de général, mais de général qui empiète ou bien qui piétine sur le code de la presse et de la communication. Si nous considérons l'article 82 dont j'ai fait l'énoncé, ça dit la diffusion, la publication d'infos contraires à la réalité dans le but manifeste de manipuler les consciences ou de déformer l'information ou les faits est passible d'une peine d'amende de 500 000 à 1 million. On a même vu dans ce pays, des journalistes étaient devant les tribunaux, les journalistes ont été condamnés à des milliers, à plus de 80 millions. 200 millions. 200 millions même. Donc des journalistes et autres là. Et aujourd'hui, alors qu'en ce moment-là, le juge n'avait pas cet outil, maintenant qu'on lui donne cet outil, donc est-ce que cela ne voudrait pas remettre en cause tous les acquis de notre code de la presse que nous avons eu en 2004? Il faut le dire. En 2004, nous étions obligés d'aller voir Eya Deman dans son salon à Lomé 2. Et l'Assemblée était dirigée en ce moment-là par M. Natchaba. Le ministre de la Communication était M. Pitang Tchala, avec un Premier ministre comme M. Sama. J'ai eu le loisir de faire partie de cette délégation de 17 journalistes à aller discuter avec Eya Deman, à lui expliquer le bien fondé de ne pas aller à cette loi de coercition pour la presse. Eya Deman avait compris. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on veut nécessairement faire un retour en arrière? Aujourd'hui,
que notre code de la presse de la communication est envié dans toute la sous-région, est envié même au-delà du continent africain, et les gens prennent exemple sur nous, qu'on puisse faire ce recul en marge même des assises de l'Union de la presse francophone. Je me dis que le moment est mal choisi et que l'action n'est pas pour encourager la politique de modernisation de la justice, toute la politique de modernisation qu'a enclenché le chef de l'État. D'où il faut se poser une question. Est-ce que les collaborateurs du chef de l'État tous sont dans la logique de l'aider à réussir sa mission, ou des gens sont tapis dans l'ombre pour lui poser des pots de banane? Donc ça, c'est la grande interrogation. Et là, nous avons aussi connu le passé de M. Puissagbetomé. Dans l'événement, nous avions évoqué son nom sur ce plateau au mois d'octobre. Il a joué un grand rôle. Je ne sais pas si c'est positif ou négatif. Le commun des mortels va apprécier. Et le 5 octobre 90, il a été l'un des acteurs également, mais sur un autre banc, dans un autre fauteuil, pas sur le banc d'accusés. Mais aujourd'hui, c'est lui qui est encore à la manette de cette loi vraiment qui constitue des atteintes même à la liberté de presse. Toutes les organisations à l'international ne cessaient depuis hier de nous appeler pour nous demander est-ce que nous sommes dans un état de droit, est-ce que nous sommes dans une démocratie, est-ce qu'on veut avancer ou bien est-ce qu'on veut reculer? C'est vrai, les ministres aussi bien de la communication que de la justice vont tenter dans des contorsions intellectuelles de vouloir calmer le jeu. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a nécessité que toute la presse se mobilise. C'est déjà fait, mais on a la chance que ce n'est pas encore promulgué. Parce que lorsque une loi est votée à l'Assemblée et n'est pas encore promulguée, on a toute la latitude de faire le lobby, le plaidoyer. On n'a pas en tant que journaliste à nous jeter dans les rues comme les politiciens, mais on peut utiliser d'autres voies pour nous faire entendre. C'est là où nous interpellons les actuels responsables de nos organisations de presse à prendre le dossier à bras le corps et qu'on laisse de côté tout ce qui nous divisait, tout ce qui peut être des pommes de discorde entre nous, parce que c'est la profession qui est en danger. Parce que avec cet article 497, Anita, le juge a la latitude d'apprécier. Le juge, rien ne contraint le juge pour dire que lorsqu'il est en face d'un journaliste d'appliquer uniquement le code de la presse. Le juge, on te dit que le juge a la latitude et le loisir d'apprécier. Comment est-ce qu'il va apprécier avec cet article 497 du code de la presse? Cet article-là, ça te met en prison en attendant de réfléchir. Et également, en suivant les élucubrations, bon, c'est un peu fort, du président du groupe parlementaire UNIR. Il a dit qu'il a fait allusion à ceux qui animent les réseaux sociaux, les blogueurs et autres là. Ce ne sont pas les blogueurs qui sont visés dans cet article 497. Si vous lisez le nouveau code pénal, vous considérez l'article 665, on parle clairement des blogueurs là-bas. Donc que les gens cessent de prendre les Togolais pour des cons parce que tout le monde sait lire sujet, verbe, complément et on sait l'écrire. Mais lorsque on a fait une erreur, qu'on ait l'humilité de reconnaître que ça, c'est un faux pas et on n'encourage pas le mandat social du chef de l'État. Est-ce que c'est un mandat social qu'on veut pour mettre même les journalistes en prison, pour clouer le bec aux journalistes? Donc on n'arrange pas le chef de l'État. C'est là où je repose le problème. Est-ce que le chef de l'État est bien entouré? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui l'entourent mais qui ne pensent qu'à concourir à un bilan négatif de son actuel mandat? Voilà, la question reste posée. Juste avec cet article, est-ce que le Togo serait en violation vis-à-vis des normes internationales? Non, vis-à-vis des normes internationales, je ne saurais le dire. Sauf que lorsque vous analysez tout à l'heure, Credo a essayé de prendre le tableau, parce que ça a été un véritable parcours de combattant contre le régime dictatorial de Yadema en son temps. Et je me rappelle que ce qui a amené même le déclic, j'étais sur un journal en ce moment-là avec d'autres confrères, notamment Dimas Dikodo, Philippe Evignon, en 2003, où Dimas a été arrêté dans un cybercafé, au moment où Colombo Papabia lui rendait visite. Et Colombo Papabia, qui travaillait pour le journal Nouvelle Écho dans le temps de Julien Haï, a été aussi embastillé, au même titre que Dimas. Les deux ont été torturés au niveau de la direction de la police judiciaire. Cette affaire a tellement fait le bruit. Et le lendemain, c'est M. Philippe Evignon, l'ancien président de la RAC, qui a été également arrêté. Mais lorsqu'on fouillait dans ce dossier les éléments,
sur lesquels se basent les juges pour pouvoir les inculper et les déposer au niveau de la maison d'arrêt de Lomé, on parle d'une tentative de publication de fausses nouvelles, ce qui n'existe nulle part. Même dans le code de procédure qu'on a eu à utiliser en son temps contre nos trois confrères. Il a fallu une grande mobilisation contre cette forfaiture et qu'au finish, parodie de procès a été observée et on a condamné les deux confrères à payer une amende de 500 000 francs par personne. Dimas Kizikodo et Colombo Papabia et Philippe Evignon a été relâché. Donc au terme de ce procès-là. Mais les organisations de presse se sont dit, mais on ne peut plus rester là à croiser les bras parce que demain on serait plus à qui le tour. Et c'est là où le débat a été mené, le combat a été mené. Mais parce que, rappelez-vous, c'est à l'issue même de l'élection présidentielle de 2003. Et Adema était contraint, cherchant coûte que la coopération soit renouvelée, il a fallu mener les démarches. Et je me rappelle en son temps, c'est M. Edem Kodjo, avec son équipe, avec d'autres également de l'opposition, avec les journalistes qui ont accompagné. Et rappelez-vous également, il y a eu la création d'une association de journalistes dans le temps qui s'appelle CETEP. Et c'est à partir de ces éléments-là qu'on a eu à entamer des discussions avec les partenaires, notamment l'Union européenne. Et les deux engagements ont été pris le 14 avril 2004. Mais au terme de ces deux engagements, certaines dispositions également parlent de la liberté d'expression, de la liberté de presse au Togo. Les engagements ont été pris. Et Adema a tenu sa parole aussitôt rentré au pays en avril, en août, notamment le 27 août. Donc, le code de la presse actuel a été adopté. Où ce code a été dépénalisé. Lorsque vous lisez notre code de la presse, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un bien un peu partout dans le monde. Maintenant, si on arrive encore à ce stade aujourd'hui, c'est parce que quelque part, il y a une volonté délibérée de la part de ceux-là qui gouvernent. C'est là où moi je parle du clan. Ce clan ne voulait pas que ça change. Et c'est là où je dis que quelque part, la presse a prêté, une certaine presse a prêté le flanc à ce régime et le régime en a profité pour rentrer dedans. Parce que partout ailleurs, la presse est à atteindre. Mais lorsqu'on essaie de souduler les ministres, on essaie de passer par tous les moyens pour dire ok, ceux-là ne font pas bien le travail, c'est nous qui sommes les meilleurs, ainsi de suite, et que les gouvernements se foutent de l'opinion, se foutent de la presse, on peut inculper les journalistes, on peut les interpeller, alors qu'au même moment, au Ghana ici, par exemple, une presse a écrit que certains juges ont été corrompus. Très rapidement, le juge d'instruction a ouvert une information judiciaire. Mais le constat a été fait qu'effectivement, les juges corrompus sont dans la maison. Et ces juges-là, les 22 au total, 32 au total, 22 ont été complètement radiés du corps judiciaire et actuellement 10 sont mis en attente. C'est parce que la presse a parlé. Ici, la presse dénonce, la presse avance des anomalies. Et ça permet au gouverneur de regarder dans le rétroviseur, dans le miroir et dire, mais quelle est cette façon de gouverner un État? Ils ne le font pas. Aujourd'hui, la seule façon ceux qui embêtent aujourd'hui le pouvoir, qu'on le dise ou non, ce sont les journalistes. Donc il faut passer par tous les moyens peut-être pour couler le bec à ces journalistes-là. Comme ça, bon, on peut piller les ressources du pays à volo, on peut torturer les gens comme on veut parce que la presse est tellement surveillée de près que si vous ne faites pas attention, on va vous emprisonner. C'est là où je dis que c'est une question de mobilisation en ce moment. Parce que si ça continue tel que ça continue là, certaines organisations ont décrié, certains partis politiques ont décrié. Et que du côté du pouvoir, on estime qu'on est majorité au niveau de l'Assemblée nationale, on peut faire passer les tests sans pour autant créer garde. Moi, je pense que cette façon de faire essaie d'amener le Togo encore très loin. Comme on l'a dit tout à l'heure, les confrères de l'autre côté de l'Occident commencent à appeler. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez vous au Togo? Vous faites la démocratie, vous ne faites pas la démocratie. Parce qu'on ne peut pas dire on fait la démocratie, on fait un pas devant, on fait 2 pas en arrière. C'est pas sérieux. Donc c'est là où moi je dis que ceux-là qui ont eu peut-être la manette d'introduire cette disposition de l'article 497 au niveau de ce code pénal, je crois qu'ils ont mal fait. Ils ont essayé, si tant est que le chef de l'État n'est pas au courant, il revient à lui en tant que premier magistrat de prendre le taureau par les cornes. De ne pas le faire, je pense que lui-même il est complice et c'est lui qui demande, qui est en sourdine, qui tire la ficelle et à ce que les choses soient jouées ainsi. Il faut avoir le courage quand même de le dire. Oui, Anita, donc je voudrais insister sur un aspect que mon confrère Justin a développé tout de suite. Il faut, en tant que journaliste, qu'on fasse aussi cette introspection. Il l'a bien dit, peut-être que les gens, les téléspectateurs, les auditeurs n'ont pas bien saisi. Nous aussi, nous avons notre part de responsabilité. Ah oui. Parce que nous avons contribué à cette situation. Les gens ont soutenu ce régime d'une manière ou d'une autre. Non seulement ça, mais les informations que nous publions des fois sans fondement, des informations, des fois même il y a certains de nos confrères qui sortent du cadre de la profession. Est-ce que tout cela n'a pas contribué
à l'avènement de cet article dans le nouveau code pénal. Donc c'est là où je dis que humblement nous avons prêté flanc. Nous avons prêté flanc à tout ce qui est fait jusqu'avant-hier, jusqu'on ait ce nouveau code pénal. Donc il faut que nous réfléchissions nous-mêmes sur notre manière de faire la profession. On a des confrères, lorsque l'Observatoire togolais des médias les convoque, ils refusent. Alors que l'Observatoire togolais des médias, c'est le tribunal des pairs. C'est difficilement qu'ils répondent devant la haute autorité de l'audiovisuel de la communication. Le lendemain, quand tu les lis, c'est encore des dérives que vous constatez. Et là, c'est le citoyen qui est mis en cause. Et l'État a également l'obligation, n'oublions pas, l'État a l'obligation de protéger le citoyen. Et lorsque vous suivez les tentatives de justification de Monsieur le ministre de la Justice, c'est dans l'optique de protéger le citoyen. De protéger le citoyen. Mais ils ont oublié de mettre l'humain au centre du développement, au centre de cette action-là. Et si nous considérons les 1205, si j'ai bonne mémoire, articles de ce nouveau code de la presse, mais les 1205 articles n'ont pas été faits sans les magistrats. Et ça, c'est un processus qui a coûté 10 ans. 10 ans avant qu'on adopte ce code-là. Donc c'est simplement dire que les magistrats, qui sont les premiers acteurs, qui vont pratiquer ce code, ont été réunis autour d'une table, ils ont réfléchi. Pourquoi, lorsque le problème s'était posé, en ce qui concerne les dérives et autres là, on n'a pas censé prendre langue avec les organisations pour essayer de trouver le juste milieu. On laisse ces organisations en marche et on vote une loi qui s'applique au quatrième pouvoir qu'on appelle la presse. Donc il y a des interrogations, mais toujours est-il, et retenons-le humblement, nous avons failli aussi en tant que professionnels des médias. Nous avons notre part de responsabilité. Mais cela ne voudrait pas dire, sans pour autant que nous n'allons pas combattre cet article 497. Nous allons combattre cet article 497 avec la ferme résolution, si, Dieu nous aidant, on parvient à ce qu'on fasse une relecture, ou bien à ce qu'on y ajoute un alinéa à cet article pour dire que toutes les dispositions de cet article sont sans préjudice sur l'article, sur le code de la presse, l'article 82. Donc c'est ça seul qui peut nous sauver. Maintenant, Justin l'a dit, il nous faut aller à une mobilisation. Quel type de mobilisation? Avec quelle stratégie? C'est là où nous interpellons les responsables des organisations de presse. Est-ce que vous partagez ce point? Je pense que le président a dit que nous avons prêté le flanc. Et je voudrais dire que c'est vrai que nous avons constaté aussi des dérives au niveau de certains confrères qui publiaient des informations, et parfois c'est des informations qui n'ont pas de fondement assez solide, c'est-à-dire que de preuves, qui manquent de preuves pour pouvoir rassurer et pouvoir dire la vérité. Mais ce n'est pas une raison, parce que quand vous êtes dans un pays et que la presse fait son travail, je pense que c'est un travail d'intérêt général et d'utilité pour les choses publiques. Donc les gouvernants ont intérêt aussi d'assurer un environnement beaucoup plus propice à l'exercice du métier. C'est là où moi j'appelle à la HAC, en tout cas j'interpelle la HAC de faire un effort, de faire les plaidoyers et les lobbies nécessaires pour trouver en tout cas des créneaux pour pouvoir former les journalistes, renforcer les capacités des journalistes, et ça amènera les journalistes à plus de responsabilités et surtout à écrire des articles et surtout à faire des publications qui respectent le code de la presse et surtout notre code de déontologie et de déontologie au niveau de notre corporation. Mais je voulais aussi revenir sur un autre aspect, c'est l'aspect qui me tient beaucoup à cœur, c'est que lorsqu'on veut sanctionner un journaliste et qu'on l'envoie en prison, je ne suis pas sûr que ce journaliste sortira de la prison beaucoup plus renforcé, beaucoup plus, en tout cas professionnel, parce qu'on n'enseigne pas les pratiques journalistiques à la prison civile de Lomé, à ce que je sache, ou bien dans les prisons du Togo. Parce que quand vous prenez, si je fais une comparaison avec les petits délinquants qu'on amène en prison, ils ressortent des brigands. Un petit voleur de poules, quand il va à la prison civile de Lomé à sa sortie, il devient grand braqueur parce qu'il s'est renforcé là-bas. Il y a de grands voleurs qui l'ont beaucoup plus renforcé ses capacités, l'ont donné des astuces pour pouvoir être renforcement de capacité. Voilà, en prison là-bas. Mais pour le cas du journaliste, je ne pense pas qu'on puisse, en tout cas, comme sanction, amener un journaliste en prison. C'est pas quand même
un lieu où on peut amener un journaliste. Moi, je pense qu'il faudrait quand même, avec les mécanismes prévus par notre code de la presse, renforcer cela et surtout au niveau de la HAC, renforcer le pouvoir de la HAC. Là, en ce sens, vous verrez que lorsqu'un journaliste publie de fausses informations ou bien un journaliste venait à être, en tout cas, à publier des informations qui ne sont pas de nature à assurer l'ordre public, comme on l'a dit entre guillemets, et la HAC va prendre ses responsabilités, va interpeller le journaliste. Il y aura un travail de pédagogie qui va se faire. Et en dehors de ça aussi, et je pense que au niveau de la HAC, nous avons des hommes valeureux actuellement. Je parle de Mme Marie Zoba, qui fait un très bon travail de pédagogie. Je parle de M. Sabi Kassere, qui est issu de notre milieu. Et lorsque vous allez à la HAC, et ces personnes vous rappellent quand même les bonnes pratiques journalistiques et vous donnent des conseils pour que, en tout cas, vous ne tombiez plus dans les dérives pour lesquelles vous avez été convoqué au niveau de la HAC. Je pense que c'est ça qu'il faut voir et demander aussi au ministre de la Communication de voir un peu le cadre dans lequel les journalistes évoluent. On parle de défis de professionnalisme, on parle aussi en tout cas d'un environnement précaire dans lequel évoluent les journalistes. Je ne pense pas qu'en dehors de ces mots-là, on va encore en ajouter un autre qui est l'emprisonnement des journalistes. Ça ne fait pas bonne presse dans notre pays et vous savez que quand on veut parler de la démocratie, on veut parler du respect des droits de l'homme, il y a aussi l'indicateur journalistes emprisonnés qui entrent en ligne de compte et si on a des dans le classement même international par rapport à la liberté d'expression, quand vous avez un pays où il y a des journalistes, je pense que ces pays reculent, donc le Togo ne va pas aller sur ce terrain et M. Faure Gnassingbé est un président du renouveau tourné vers le futur, donc je ne suis pas sûr qu'il va faire une politique qui va nous amener en arrière vraiment sur le continent africain. Ce qu'il faut demander maintenant, c'est ce que M. Credo disait, c'est un travail de lobbying qui doit se faire au niveau des organisations de presse. On doit être unis, on ne doit pas chercher à nous diviser encore sur en tout cas sur cette action, parce que c'est toute la presse qui est visée qui est en danger, qui est visée par cette disposition. On doit travailler, il doit y avoir une unité d'action et aller vers le chef de l'État parce que c'est le dernier rempart. Et il lui revient maintenant de demander une relecture et qu'au niveau de l'Assemblée nationale, on revoit les choses. C'est vrai qu'il y a des députés qui nous en voulaient depuis, il y a des autorités qui en veulent à la presse parce que ces gens-là sont spécialisés dans le pillage systématique des deniers publics, dans les contorsions au niveau de l'appareil de l'État. Donc ces gens-là voulaient faire la peau aux journalistes. Je pense que c'est l'occasion. C'est l'occasion et c'est vraiment des sanctions qu'on leur présente sur un plateau d'or. Et je pense que depuis avant-hier, ils sont en train de sabler du champagne. Maintenant, nous n'allons pas nous taire, nous allons mener des actions pour que, en tout cas, pour triompher sur leur forfaiture. Voilà, Justin, depuis que la nouvelle est tombée, les commentaires se poursuivent sur les réseaux sociaux. Et hier, je lisais un commentaire selon lequel les députés de l'opposition étaient complices de ce complot contre les journalistes parce qu'il y avait des travaux qui étaient faits en commission. Bon, avant d'en arriver là, tout à l'heure, mon confrère posait la question de savoir est-ce que le chef de l'État, qui est un président du renouveau, est-ce qu'il peut amener le Togo encore une fois vers l'arrière? Je ne saurais le dire, sauf que je fais tellement observer que c'est lui qui a ouvert le bal au troisième mandat sur le continent africain. Là, c'est également un autre débat. Mais par rapport peut-être à cette disposition dont nous parlons tout à l'heure, qui est répressive, l'article 497, je dis que en réalité, ce qui s'est passé au niveau des commissions, avant d'arriver en plénière, on ne le maîtrise pas forcément. Parce que c'est le débat ou les débats au niveau de la plénière. C'est là où on arrive à comprendre la position des groupes parlementaires. Et ce qui s'est dégagé lors de l'adoption depuis vendredi jusqu'à lundi dernier, c'est la position de ces formations de l'opposition qui ont exprimé clairement que cette façon de faire amène le Togo encore très loin. Retrograde le Togo, sincèrement. Donc il ne faut pas aller sur ce terrain-là. C'est ce qui m'amène à dire que lorsque je parlais tout à l'heure du fait que certains confrères ont prêté le franc, je fais observer que lorsque vous vivez dans une démocratie, la plupart du temps, pas du trois pouvoirs. Mais lorsque vous prenez par exemple la presse, c'est également notre pouvoir.
Et il a recommandé qu'aucun des pouvoirs n'a la force sur l'autre. Ça suppose que l'exécutif ne peut pas se permettre aujourd'hui de dire que, ok, je vais marcher sur le pouvoir judiciaire. Pareil également pour le pouvoir judiciaire sur le législatif. Donc si la presse est considérée comme un pouvoir, comme aux États-Unis, les dispositions sont prises. Ce n'est pas parce que les dérives ou les dérapages de la presse, c'est pas seulement au Togo, ici, ça existe. Hein. Un peu partout sur le continent, ça existe, un peu partout. Mais vous prenez les grands journaux, tels que Figaro, Le Monde, et ainsi de suite, que ce soit le New York Times, il y a des dérives de la presse. Et on ne finit jamais d'apprendre. Pourquoi il y a toujours l'organisation des colloques, des séminaires un peu partout, même sur le continent, au niveau de la presse. Les dispositions sont contenues et on amène progressivement les journalistes à aller vers l'excellence. C'est là où, lorsque vous prenez notre code, dans cet article 82, il est dit également que lorsqu'il y a des récidivistes qui publient des fausses intentions dans le but de nuire, dans le but de détruire, il y a des dispositions qui sont prévues. La suspension, le retrait même de récépissé, toutes les dispositions sont contenues. Même la fermeture des radios, on en a fermé 2. À moins que je me trompe. Mais sur quelle base on a fermé ces radios-là? Parce que le pouvoir estime que quelque part il y a eu des dérives. Et lorsque vous analysez, même les dérives là n'existaient même pas. Je prends le cas de la radio isolaire. Et lorsque vous écoutez les premiers responsables, les arguments qu'ils avancent, lors de la fermeture de ces radios-là, ça n'existe même pas. Vous prenez par exemple la fermeture de la radio I et radio Légende FM. Pareil. Et même si à un moment donné, on constate qu'une information fausse a été diffusée, le code de la presse prévoit quand même la suspension de l'émission. Ou la suspension de peut-être de l'organe pour une période donnée. Et ça fait plus de 2 ans, ou 4 ans, ou 5 ans pour la radio solaire, plus de 2 ans pour la radio Légende. Ça voudrait dire que quelque part, on estime qu'on respecte une certaine disposition. Mais lorsqu'on manifeste une volonté aujourd'hui de nuire, de réprimer, d'emprisonner les journalistes, c'est là où vous comprendrez qu'en réalité, le constat a été fait. C'est ce qui est amené aux états généraux de la presse qui s'est tenu à Palibé. Où en sont les recommandations aujourd'hui? En réalité, on doit tenir compte de ces recommandations-là et faire en sorte que ceux qui sont les brebis galeuses dans la corporation, qui courent chez les directeurs de société, gèrent des dossiers compromettants contre vous, si vous ne donnez pas l'argent, on va faire ceci, on va faire cela, il va essayer comment arriver à cadrer ces gens-là, s'ils sont des brebis galeuses, s'ils ne maîtrisent pas ce que c'est que la communication, qu'ils n'ont qu'à aller chercher ailleurs. Mais les recommandations des états généraux sont gardées où? Dans les tiroirs. Maintenant, on passe outre. On dit voilà, tel que ça nous embête là, tel que ça commence là, bon, on amène les caciques qui prennent la tête des institutions, on estime que le PT n'est plus encore d'actualité, c'est unir, bon peut-être que quelque part on a eu une volonté peut-être de unir le chef de l'État, parce que comme lui il est là, il ne parle pas, c'est une minorité qui s'accapare du pouvoir, il n'a pas le pouvoir de décision, donc on va essayer maintenant d'introduire une disposition contraire à ce qui se passe un peu sur le continent. C'est un peu alarmant. C'est là où je dis que au-delà de tout aujourd'hui, chacun doit essayer de regarder dans le rétroviseur. Qu'est-ce que j'ai fait de bien à un moment donné, si je suis communicateur? Qu'est-ce que j'ai fait d'anormal? Maintenant, qu'est-ce que nous avons comme atout aujourd'hui? Sur quelle base on doit évoluer à ce que cette forfaiture-là qui est en train d'être commise soit quand même très rapidement relativisée et corrigée? Parce qu'on ne peut pas évoluer en ce 21e siècle, on dit, dans un pays dit démocratique, et qu'on peut se permettre d'introduire une disposition répressive au niveau de la liberté d'expression et de la liberté de presse. Ça n'existe nulle part. Donc, si ça fait qu'on doit continuer dans cette lancée-là, moi je dis que peut-être dans les jours à venir, on n'aura plus des dispositions, on n'aura plus des atouts pour essayer de dénoncer ce qui se passe dans la société. Parce que vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui que des milliards de francs circulent aujourd'hui dans les poches de ceux-là qui en réalité n'ont pas le pouvoir de décision. Ils ont trouvé l'argent où? C'est la presse qui doit dénoncer. Si on te dit, mais si tu ne fais pas attention, on va t'arrêter, c'est la prison 6 mois ou 2 ans avec telle amende, alors qu'aujourd'hui, tu as même des difficultés pour acheter du carburant dans ton moteur pour circuler. Dis-toi que quelque part, on veut essayer de couler ton bec de ne pas parler en tant que communicateur. Vous avez quelque chose à ajouter? Non, quelque chose à ajouter. Moi, je m'interroge sur les prérogatives qui restent à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication avec cette disposition, avec l'esprit de cet article 197. Donc, c'est dire que la haute autorité, qui est une institution de la République, est dépouillée de ses prérogatives. C'est une HAC qui se retrouve fragilisée. Parce que quel rôle la HAC doit encore jouer? Délivrer uniquement les cas de presse? Si la HAC ne peut pas régler les problèmes de la corporation, si on dépouille la HAC, alors que nous avons à la HAC des hommes compétents qui ont pratiqué la profession,
qui ont de la matière. Le président de la haute autorité, c'est un ancien journaliste, connu de tout le monde, pour son professionnalisme. Les autres membres, Acha a cité tout de suite, Madame Ayuzoba, c'est une icône de la presse. Monsieur Sabi, qui est arrivé de la corporation, de la presse privée. Nous avons d'autres personnes, des enseignants. Le doyen Victor Aladi, qui a enseigné le journalisme jusqu'à aller à la retraite. Mais nous avons d'autres praticiens qui sont là. Maintenant, on veut qu'ils travaillent comment? Parce qu'avec cette loi, on n'a plus besoin, le citoyen lambda n'a plus besoin de recourir à la haute autorité. Je ne voudrais même pas parler de l'Observatoire togolais des médias que nous-mêmes nous méprisons et que les gens ne respectent pas. Il vous en souvient que dans les premiers travaux de la commission de gestion de l'aide de l'État à la presse, on a pris les avertissements, les sanctions de l'OTM pour faire des points en moins pour les organes bénéficiaires. Disons la vérité, ça a facilité un peu le retour au professionnalisme. Mais après, c'est nous-mêmes qui avons cassé l'OTM. L'OTM existe aujourd'hui que de nom. L'OTM n'est pas respecté par nous-mêmes. Comment est-ce que nous voulons qu'on nous fasse confiance? Et revenons à la haute autorité de l'audiovisuel de la communication. Aujourd'hui, le contribuable togolais et le citoyen a la latitude de sauter l'étape de la haute autorité et puis d'aller ester une action au pénal. Au pénal, c'est ça la précision, au pénal, contre un journaliste, contre un organe de presse. Parce qu'il y a la disposition de l'article 497. Où est-ce que nous allons dans tout cela? Où est-ce que nous allons dans tout cela? Avec quoi nous allons maintenant avoir de bons résultats pour le baromètre de la liberté de la presse au Togo? Les communautés, la communauté internationale de la presse. Moi, hier, j'étais au téléphone avec le président de la Fédération internationale des journalistes, l'anglais Jim Boumela. C'est vraiment ahurissant. Ils avaient les informations par les réseaux sociaux. Ah oui. Ils ont posé les bonnes questions. Ils sont prêts à nous aider. Mais si à l'interne, nous-mêmes, nous ne prenons pas la mesure de la chose, nous ne nous organisons pas comme cela se doit, nous voulons nous organiser comme des politiciens qui ont échoué sur toutes leurs initiatives, je crois qu'on n'aura pas gain de solution. Donc c'est là où il faut revenir au terme mobilisation qu'a employé le confrère Justin Nani tout de suite. Qu'est-ce qu'on doit mettre dans cette mobilisation-là? Parce qu'il y a déjà un fait. Nous ne sommes pas d'accord avec l'esprit. Je dis, nous ne sommes pas d'accord avec l'esprit de cet article 497. Parce que nous sommes allés à l'information. Il y a certaines tendances qui disent qu'en fait, l'article ne concerne pas la presse, que c'est pour réglementer la publicité. Donc déjà, il y a différentes interprétations. Mais est-ce que ce vase qui est creux, qui est ouvert, est-ce que ça nous arrange, nous? Lorsqu'on parle de publication, on parle de diffusion, on parle de reproduction, c'est la presse dans son ensemble, aussi bien la presse écrite que les médias audiovisuels qui s'y retrouvent. Donc là, notre inquiétude, c'est que nous avons peur de l'appréciation que fera le juge devant une situation. Et lorsque nous disons, nous décrions cet article 197 parce que sur les réseaux sociaux, il se dit de bonnes choses des fois, mais des fois, des gens parlent sans maîtriser le sujet. Les gens pensent que les journalistes veulent végéter dans l'amateurisme, dans la publication de fausses informations. Là n'est pas la question. Oui, j'avais lu un commentaire. Oui, un commentaire des gens qui se réjouissent qu'on ait... Il y a quelqu'un qui allait jusqu'à dire que c'est parce que les journalistes publient de fausses informations qu'ils sont inquiets. Non, ça ce sont des assertions qu'on ne doit pas prendre parce que cette personne... Non, je ne sais pas hier sur 2 antennes, je ne veux pas quand même les citer, les nommer ici, qui soutiennent cette démarche de l'introduction de cet article 497. Moi, excuse-moi, je dis que c'est insensé. Non, parce que je pense que c'est un bloc. Non, c'est vraiment peut-être que c'est possible. Ces confrères voudraient qu'on arrive vraiment à une presse qui ressemble un peu à du griotisme. Donc, que les gens fassent seulement l'apologie des gens, chantent les louanges des gens. Nous ne sommes pas en Russie. Des écrits dithyrambiques. Ni en Corée du Nord. Ce n'est pas ça le journalisme. Le journalisme, on le dit toujours. Je disais ici que quand un chien, on dit un chien a mordu un homme, ce n'est pas un événement chez les journalistes. Ça c'est naturel quoi. Mais quand on dit un homme
a mordu un chien, c'est là où le journaliste se lève. Donc, il y a des choses vraiment anormales dans ce pays. Les pillages des ressources du pays, les contorsions, les gens qui volent l'argent du pays et vont créer des striptease, des clubs de striptease là pour avilir la jeunesse togolaise, pour anéantir l'avenir de nos sœurs. Tout ça, ces gens-là, il faut qu'on les dénonce. Ils sont en train de saper le développement de notre pays. Quand la presse va commencer par faire ça, vous allez voir que ces personnes-là, ces réfractaires-là, ces bourreaux-là, vont créer aussi les preuves contraires de ce que nous avons publié. Je vais donner un exemple. Il y a eu un documentaire sur la prison civile de Lomé, à supposer. C'est par immersion que le journaliste a pu faire ce travail que nous tous nous avons qualifié. À supposer que le journaliste parlait peut-être de l'insalubrité de cette prison de Lomé. Mais la veille, le directeur de la prison peut aller nettoyer tout ça, là, et faire chose. Vous pensez qu'il y a encore la preuve là-bas? La preuve n'existe plus. La veille, on a pris le temps de dégager tout ce qui est compromettant. Voilà, et le lendemain, on appellera le juge de vérifier s'il y a eu les autres. Il tape un procès après. Et dans le même sillage, quand on inspecte un ministre qu'il a pillé, qu'il a détourné l'argent, mais si le journaliste écrit ça, le lendemain, il va par des acrobaties, il ramène les fonds dans les caisses du ministère. On va constater que l'argent est là-bas. L'argent n'a pas été pillé. Et le journaliste aura des problèmes. Il faut vous dire que ces histoires de preuves et autres, de fausses nouvelles, les gens sont capables d'en fabriquer pour créer des ennuis aux journalistes. Donc il ne faut même pas aller vers l'emprisonnement des journalistes. Il faut parler de la pédagogie et renforcer vraiment, comme on le dit, les dispositifs au niveau de la HAC pour que la HAC puisse faire véritablement son travail. Oui, juste avec non, mais je n'avais pas terminé. Si tu permets qu'on m'arrache la parole, moi aussi je vais l'arracher parce que mon confrère l'a arraché. Je donnais les aspects, toutes les interprétations qui sont faites par rapport, Justin, tu le permets. Il n'y a pas de problème, allez-y. Donc les gens disent que c'est pour faire entrave à la publicité mensongère et négative, mais d'autres personnes disent que également, si nous considérons l'autorité de régulation des marchés publics, aujourd'hui l'ARMP n'a pas de pouvoir de coercition si ce n'est que de suspendre les entreprises de la chaîne de la passation. Mais alors que là-bas, les gens font du faux et usage de faux. Les gens font des documents falsifiés. Donc, certaines personnes soutiennent que, également, si on a introduit ça, c'est pour pouvoir permettre au parquet de poursuivre ces personnes-là. Je dis, est-ce qu'on va mettre ensemble les crevettes, les crabes et les crapauds dans un seul article sans clarifier la position? Donc, c'est là où nous disons qu'on a fait un fourre-tout. Et là, ça donne la latitude au juge d'apprécier et d'apprécier comment. Non, moi, c'est par rapport à cette disposition, quoi, 497, et qui fait débat aujourd'hui. Et quand je disais tout à l'heure que j'ai écouté certains confrères parler sur certaines antennes hier, et je me suis posé vraiment des questions. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je ne me retrouvais pas. Parce que je me rappelle, lorsqu'il était question d'emprisonner des confrères dans ce pays, c'est à l'unisson que le combat a été mené. Et je me rappelle également, en ce temps, il y a encore d'autres confrères qui soutenaient d'autres presses qui soutenaient le régime d'Yadima. Mais tous étaient avec nous. Comme je le disais tout à l'heure, lorsqu'il était question de faire une délégation pour aller voir le chef de l'État d'alors, sur Yadima, eux tous étaient là pour dire, ah, papa, c'est bien, on fait le travail, mais ça, emprisonner encore des gens, nous sommes en retard. Il faut voir ça, papa. Oui, mais coucou. Donc, il y a vraiment compris par après que ceux qui le soutenaient aussi ont compris que cette disposition qui reprime ou qui emprisonne les journalistes, c'était pas bien. Et ça a été sauté. Et le nouveau code de la presse actuel a été adopté en ce temps, on venait de la date, le 27 août 2004. Mais aujourd'hui, ceux qui sont dans la peau de soutenir le régime clanique, que je qualifie toujours, ceux-là qui estiment aujourd'hui que cette disposition-là, c'est bien. Il y a des gens qui font très mal le boulot. Mais eux, ils se permettent tous les jours de tenir des propos, des langages qui en réalité ne collent pas avec la profession. Personne ne crie au scandale. C'est là où on a vu que d'une manière ou d'une autre, il y avait eu ce qu'on appelle les états généraux de la communication. Il y a eu des recommandations. Les recommandations sont où aujourd'hui? Pour essayer de cadrer tout le monde au niveau de la corporation. Si on ne le fait pas, je pense que c'est laisser libre cours. Mais lorsqu'on évolue dans un secteur d'activité donné, et que des dispositions légales, notamment le code, est là, et que le code prévoit ce qu'il faut pour peut-être pour sanctionner lorsqu'il faut être commise dans la corporation, notamment lorsqu'on prend par exemple la presse togolaise, dans son ensemble, on a le code
de la presse, je pense que lorsqu'il y a erreur en la matière, il faut tenir compte des dispositions contenues dans ce code-là. Parce que lorsqu'on parle du code pénal, il y a ce qu'on appelle le code de procédure pénale et le code pénal. Le code pénal en matière judiciaire, c'est ce qui a trait à des dérives, que ce soit le viol, que ce soit peut-être les délits et les crimes, voilà. Les délits et les crimes. Donc, dans le cas d'espèce, on parle de la liberté d'expression. On estime que quelqu'un publie une information ou a tenu un certain nombre de langage sur une personne qui n'est pas avérée. Mais lorsque, après discussion notamment, lorsque la HAC s'asseye dans son fauteuil, dans cette prérogative, la HAC peut interpeller le journaliste en question et les dispositions sont claires également en la matière. Le journaliste sera dans l'obligation de rectifier ce qu'il a publié ou d'aller sur la même antenne pour essayer de rectifier. Ou la personne a le droit de lui envoyer un droit de réponse. Et le journaliste a l'obligation de publier dans son temps, dans sa dimension, dans son organe. C'est ce que prévoit les tests. Et tout ça, c'est habillé sur le continent et partout dans le monde. Pourquoi maintenant, quand les gens veulent aujourd'hui qu'on retourne en arrière? C'est parce qu'il y a des gens qui m'avaient dit en son temps que si on ne fait pas attention, on va retourner ces 100 en arrière. Et chaque fois qu'on fait un pas devant, on fait 2 pas derrière et que finalement, on est toujours au stationnaire ou on est en retard par rapport aux autres sur le continent. Moi, je dis que c'est un faux débat. C'est là où je dis encore une fois qu'on doit se mobiliser. Ceux-là qui sont des brebis galeuses, qui tiennent des discours politiques, ils en ont tellement fait qu'arriver à un moment où ils doivent quand même dissocier et faire la part des choses, ils ne le font pas. Ils reviennent maintenant au reste des journalistes de la corporation de se mobiliser pour essayer de dire non à cette forfaiture qui vient d'être encore commise. Je fais également observer que ça, il y a quelques années, pratiquement 2 ans, cette démarche a été organisée. N'eût été la mobilisation des journalistes avec la manifestation qui s'est estompée au niveau de la station Total derrière CNTT là, et que finalement, bon, le test a été retiré au niveau du Parlement. Je dis qu'on doit se mobiliser pour essayer de bloquer ceux-là qui sont tapés dans l'ombre, qui veulent maintenant réprimer la presse togolaise. Voilà, de parlant justement de mobilisation, quelles sont les actions que peuvent mener les professionnels des médias aujourd'hui? Parce que depuis la nouvelle, il y a des communiqués qui sortent le CONAP a sorti un communiqué, le PPT et autres. Quelles sont les actions à mener aujourd'hui? Non, je dis c'est bien beau de sortir des communiqués, mais aujourd'hui, d'hier ou bien avant d'hier à aujourd'hui, donc l'étape des communiqués doit être rangée dans les tiroirs et penser à une mobilisation vraie. Qu'est-ce que nous avons ensemble? Et c'est Justin qui le disait, mais aussi c'est Atia. Si nous voulons faire une rétrospective pour voir le processus qui a amené au vote de cette loi, de cet article ou de ce nouveau code pénal, donc on peut dire que c'est l'expression d'un complot politique contre la presse. Oui. Et lorsqu'on parle de complot politique, ce n'est pas les politiques d'un seul bord, c'est contre les politiques même. Il vous en souvient, Anita, qu'il y a 1 mois, la presse a pleinement joué son rôle en dénonçant que ce soit les actions des politiciens, de l'opposition ou du pouvoir, la presse a pleinement joué son rôle. Ça n'a pas plu à tous les acteurs politiques, que ce soit de l'opposition ou du parti au pouvoir. Ça n'a pas plu. Donc là, ils étaient tellement sur les braises craintifs que c'était l'occasion que le ministre puisse Agbotomé leur a offert. Revenons même à la démarche, à la stratégie que les journalistes et surtout nos responsables des organisations doivent tenir. Je crois qu'ils doivent faire des pas aussi bien envers le président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre et le chef de l'État. Parce que à l'étape où nous sommes là, si le chef de l'État d'ici vendredi promulguait cette loi, ce nouveau code de ce nouveau code de la presse, donc c'est dire que ça va s'imposer à nous. Il faut faire toute une gymnastique après, toute une autre procédure pour faire la révision de cela. Si nous considérons que le test de 1980, pour être amélioré, il a fallu 2015 10 ans 10 ans de travail après, hein? 10 ans de travail. Donc c'est dire qu'on a commencé en 2005 le travail, ça a abouti en 2015. Alors que ce code-là était obsolète, désuète depuis 1980, où de nouvelles formes de criminalité ont fait jour et qui n'étaient pas contenues dans le code. Donc nous, en tant que journalistes, nous, que nos responsables des organisations de presse prennent langue et qu'ils élaborent des stratégies. Pourquoi? Moi, je dis en tant que simple journaliste, je ne parle pas en tant qu'ancien responsable. Nous savons que ce sont les politiques qui ont pris ces dispositions-là. Pourquoi est-ce que nous allons encore leur ouvrir nos antennes, nos médias, nos colonnes des journaux? Mais boycottons-les.
boycottons-les jusqu'à ce qu'ils entendent raison. On peut même, nous avons combien de députés? Ça n'atteint pas 90, je crois. Ils sont 91. 91. Mais nous sommes plus de 91 journalistes. Donc nous pouvons nous partager ces députés un à un. Et puis nous pouvons les prendre en otage chez eux à la maison. Et lorsqu'on dit prendre en otage dans le sens intellectuel, c'est que nous pouvons aller les voir, essayer, discuter avec eux, les raisonner et autres là. Ça fait partie de la stratégie aussi. On peut, après avoir épluché toutes les voies intellectuelles de la chose, dire à l'autorité que nous voulons le rencontrer. Le chef de l'État est notre chef d'État, nous tous, nous pouvons demandons, avant que le chef de l'État nous refuse de nous recevoir. Allons manifester, motiver nos réclamations. À qui de droit? Si nous ne nous mobilisons pas à temps, le ministre de la Justice va se mettre à faire des communications de sensibilisation, accompagné de son collègue de la communication, et ça va plomber notre mobilisation. Il y a lieu que nos responsables d'organisation pensent à ça et que d'ici demain, qu'ils nous disent la ligne de conduite et nous allons aller suivre cette ligne de conduite, réfléchir avec nos responsables là. Parce qu'il faut qu'on ait de la clarification dans ce qui est fait. Sinon, c'est la profession qui est en danger. Voilà, Ibrahim, on me fait signe qu'il nous reste seulement 2 minutes. Vous avez un mot à ajouter? Un mot en termes de mobilisation. Et Credo le disait, c'est ne pas sortir dans la rue, faire du bruit, et en tout cas faire tout ce qu'il y a comme spectacle et dire qu'on est en train de revendiquer quelque chose. Donc, il faut procéder par des lobbies. Il le disait là déjà donné une piste. Moi, je pense qu'il y a d'autres pistes aussi parce qu'actuellement, au Togo, nous avons pu remarquer quand même que dans l'entourage du chef de l'État, il y en a quand même qui sont très lucides, il y en a qui comprennent les enjeux et il y a des gens qui veulent véritablement accompagner le chef de l'État dans sa politique de renouveau. Donc ces personnes-là, je ne vais pas tout de suite donner le nom de ces gens-là que nous respectons beaucoup, de peur de faire des jaloux. Et on va aller vers ces gens qui vont en tout cas aussi comprendre notre préoccupation, nos craintes par rapport à l'adoption de ce nouveau code pénal. Et ces gens feront en tout cas le suivi nécessaire et ils vont rencontrer le chef de l'État, transmettre nos préoccupations. Outre cela aussi, il faudrait que les organisations, que nous le disaient les responsables des organisations, fassent en tout cas bloc ensemble pour pouvoir aller vers le chef de l'État et expliquer les choses. Il y a certains qui ont cette facilité d'être bien introduits, donc que ces gens-là n'aillent pas jouer le jeu trouble, parce que nous avons commencé par entendre des bruits discordants depuis hier, et que ces gens-là, s'ils ne peuvent pas aider la presse, qui se taisent, qui restent dans leur coin, parce qu'ils se croient intouchables. Nous qui nous croyons vulnérables, nous allons mener nos actions, mais qui ne viennent pas saboter nos actions, qui ne viennent pas troubler la démarche de toute la corporation. Voilà, Justin, en 1 ou 2 secondes. Non, moi je pense que, comme on le dit souvent, l'adage chez nous, il est difficile de réveiller quelqu'un qui fait semblant de dormir. C'est difficile parce que j'estime que ceux qui se sont retrouvés pour adopter cet article dans le nouveau code pénal mesurent la pesanteur, la gravité. Ils savent là où ils veulent aller. Maintenant, je dis, si la presse veut parler d'une seule voix aujourd'hui, les radios sont là, les radiodiffusions sont là. On peut faire une journée sans presse. Les radios ne mettent pas. Les journaux ne paraissent pas. Peut-être une journée donnée. Et à la suite, on verra ce qu'elle veut faire. Même si c'est 5 journalistes, parce que c'est ça l'expression aussi démocratique. Si 5 journalistes descendent dans les rues avec des banderoles, manifestent pacifiquement, ou peut-être tapent sur des casseroles, et on filme ça, on balance ça un peu partout, et avec l'appui des organisations internationales et autres, et surtout que le Togo va abriter le sommet des assises de l'UPF ici, je pense que ça peut encore bouger les lignes. Mais cette manière aussi d'aller faire des lobbying, c'est une manière de parler. Je dis que lorsqu'on parle des lobbying et que les gens chez qui vous allez faire les lobbying sont ceux-là qui savent ce qu'ils font, je pense que là où c'est difficile, c'est là où je dis qu'il est difficile de réveiller quelqu'un qui fait semblant de dormir. Voilà, j'en ai terminé. Vous avez assez compris, mesdames et messieurs. Ainsi se referme cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve certainement demain pour en parler. Très bonne journée à toutes et à tous.